Concetta Penuto. Concetta Penuto est une collègue du Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours. Elle travaille évidemment dans ce centre de recherche, mais elle travaille aussi à la faculté de médecine de Tours, et donc à ce titre, il nous a semblé logique qu'elle soit invitée à nous parler de Rabelais dans son rapport au corps et à la médecine. Alors Concetta Penuto est une spécialiste de différents médecins de la Renaissance, comme Fracastor, qui est un exact contemporain de Rabelais, vraiment parfaitement acquis. Donc c'est tout à fait dans notre sujet. Et elle a travaillé aussi sur Rabelais, plus particulièrement lors d'une journée d'études ou d'un colloque sur Rabelais et Manardo. Là encore, des relations très fortes. Et elle travaille sur cette... Elle a travaillé, je ne sais pas si elle travaille encore, mais elle a travaillé sur cette maladie si particulière que les Italiens appellent le mal français, que nous appelons le mal italien, à savoir la syphilis. Voilà. Et donc elle est grande spécialiste de toutes les questions de conception, de dissection au Centre d'études supérieures de la Renaissance, et elle va nous présenter donc un travail sur des perspectives en relation avec tout ça. Voilà, merci beaucoup à elle d'être venue jusqu'ici pour nous présenter son travail. Bonjour et merci pour être là. Merci à toutes les personnes qui contribuent à la réussite de ce festival, à l'organisation, et merci infiniment pour l'invitation. C'est vraiment un honneur d'être là, dans un lieu rabelaisien, de médecine aussi. Voilà, on en dira un petit mot tout à l'heure. Et je commence tout de suite mon sujet, mon propos, qui portera, comme vous le voyez, sur la santé des femmes, le corps de la femme, et en particulier. Et donc, je commence par un panorama de la médecine du XVIe siècle autour de la femme, naturellement avec quelques images d'anatomie, pour terminer sur Rabelais, en lien avec ce qu'on a entendu aussi ce matin dans la cour, comme lecture des passages rabelaisiens. Donc, je commence par une année, la fin du XVIe siècle, l'année, comme vous voyez, 1597, quand le médecin Israël Spaak édite à Strasbourg la 3e édition des livres de gynécologie, les Gyneciorum Libri, un recueil qui contient des textes anciens, des textes médiévaux, des textes modernes, jusqu'au XVIe siècle, justement, sur la santé des femmes. Et en particulier, les femmes, disons, les corps des femmes, l'utérus non gravide, l'utérus gravide, les femmes en couche, accouchées, et la santé des enfants dans les premières années de vie. Israël Spaak est né à Strasbourg et étudie la médecine à Paris avec Jean Rioland, père, et obtient le degré de docteur en médecine à Tübingen en 1581, soutenant une thèse sur les maladies de l'utérus. Donc il se spécialise vraiment sur la thématique des maladies de l'utérus. Naturellement, tous les textes sont en latin, mais voilà les thèses qui sont publiées en 1581. Or, dans les traités de gynécologie, nous lisons que, et je cite la phrase, « L'homme n'est que maladie dès la naissance ». Et c'est ainsi que s'exprime Israël Spaak dans la lettre au lecteur qui ouvre les livres de gynécologie de 97. C'est une citation hippocratique, en effet, c'est Hippocrate qui le dit. Et cette souffrance de vie, une souffrance qui accompagne l'existence humaine dès la naissance, est en effet la raison pour laquelle existe la médecine. Si la médecine existe, c'est parce que la vie est souffrance et maladie. Et durant la vie, dans le ventre maternel, le corps est en effet affecté par des souillures, des inquinamenta de l'utérus. Et je cite un petit passage extrait donc de cette lettre au lecteur d'Israël Spaak. « Nous naissons dans les ordures, nous sommes formés dans les ténèbres, nous naissons dans les douleurs, et avant la naissance, nous tourmentons nos malheureuses mères.
nous les déchirons à la manière des vipères, alors qu'étonnement, nous ne le sommes pas. Notre première voix est un pleur. C'est donc à raison qu'entrer dans cette vallée des larmes qu'est la vie, la phrase de Saint Job s'adapte parfaitement à nous, et je cite encore, c'est une citation dans la citation, « L'homme né d'une femme vit peu de temps et est plein de malheurs. » Alors, ce passage est en réalité une citation, encore une fois, qui vient de Bernard de Clairvaux, des sermons de Bernard Clairvaux, et avec la citation de Saint Job à l'intérieur. Et c'est une phrase qui circule dans plusieurs textes de médecine, et pas uniquement, de la fin du XVe siècle et début du XVIe siècle, et de la fin du XVIe siècle et début du XVIIe. C'est-à-dire dans les périodes de passage du millénaire, quand il y a vraiment des moments, un peu de crise dans la perception du temps et parfois des maladies. Parce que je rappelle que justement, la fin du XVe siècle, vraiment les toutes dernières années, coïncident avec l'arrivée en Europe de la syphilis. Et ce n'est pas un hasard si ces propos, on les retrouve par exemple dans les jardins de santé, dans l'Hortus Sanitatis, attribué à Jean de Cuva, avec la citation de Job, « L'homme né d'une femme vit peu de temps ». Et c'est publié donc justement à Strasbourg en 1997. Or, pour revenir à notre Israël Spaak, parmi toutes les maladies humaines, explique Spaak donc dans la lettre au lecteur, encore une fois, du traité de gynécologie, les maladies les plus difficiles à traiter et à soigner, ce sont les maladies des femmes. Leurs symptômes sont horribles. Les thérapies ont du mal à bien réussir. Les résultats des traitements restent incertains. D'autre part, dit continue Spaak, Hippocrate a démontré que les maladies des femmes, celles engendrées dans l'utérus, sont de plusieurs types. Il y a des moles, des écoulements, des fluxions blanches, des ventosités, des aquosités. Et ces éléments sont à l'origine des tumeurs, d'ulcères, de scires, d'inflammations, et puis naturellement de malformations durant la grossesse. L'utérus est la cause des maladies chez les femmes, et les problèmes, c'est encore une fois une référence à Hippocrate, relèvent de la perception et des connaissances que les femmes ont elles-mêmes de leur corps. En effet, souvent les femmes ne savent pas ce qui leur arrive. Elles ne parlent pas avec leur entourage parce qu'elles ont honte de dévoiler leur corps. Elles ne parlent pas avec les figures soignantes et donc elles ne recherchent pas la cause de leur souffrance. Et c'est ainsi, continue Spaak, que les maladies des femmes deviennent incurables. Et pourtant, la faute de l'incurabilité, enfin, la question de l'incurabilité des maladies des femmes ne relève pas uniquement des femmes, mais relève aussi de l'attitude des médecins, qui sont des hommes à cette époque. Les médecins ne sont pas infaillibles, continue Spaak. Eux aussi se trompent souvent dans les diagnostics des maladies des femmes. Ils ne comprennent pas l'origine de ces maux, ils ne trouvent pas les bons traitements parce qu'ils soignent les femmes comme si elles étaient des hommes. Et ils ne font pas la différence entre un corps féminin et un corps masculin. Et là aussi, nouvelle citation d'Hippocrate, les corps féminins ont des spécificités que le médecin se doit de connaître pour pouvoir traiter des femmes. Et c'est ainsi que Spaak s'engage dans la description de ces maladies, du corps féminin bien sûr, et de la différence pour poser des diagnostics différentiels par rapport au genre masculin et féminin, par rapport au sexe. Connaître la spécificité de la santé au féminin signifie étudier la natura en latin, de son corps par rapport à l'environnement, au style de vie des femmes, mais également par rapport à l'anatomie, à la composition et aux relations des membres qui composent le bas-ventre et naturellement à partir du bas-ventre qui remonte vers le haut ou vers le bas du corps. Et en effet, l'utérus tisse des liens littéralement avec tous les autres membres du corps, organes on dirait aujourd'hui, comme les anatomistes et notamment Galien l'avaient montré. Les corps de la femme, au vu donc de ces liens qui sont vraiment à partir de l'utérus avec tous les autres organes, des liens qui arrivent jusqu'au cerveau,
est soumis à des maladies qui affectent la personne et pas uniquement les bas-ventres ou l'utérus ou les testicules, les ovaires et des cellules féminines comme on les appelait à l'époque. Et une rétention des menstruations, perdre un enfant qui est dans les ventres maternels et pour cela devenir donc détestable à son conjoint, c'est une maladie de la personne, c'est une maladie de la famille, c'est une maladie de l'entourage, explique Spaak. Et les femmes souffrent donc d'innombrables formes de maladies. Les médecins qui s'occupent de ces problèmes, alors il y a toute une liste que je vous évite, donc, mais qui comporte aussi des interventions chirurgicales souvent très lourdes qui sont décrites. Et tous ces problèmes de santé occupent le médecin et sont donc d'un fait qui n'est pas seulement et uniquement glorieux, dit Spaak, d'autant plus que ces actions presque divines des médecins, le fait de soigner une femme, sont rendues possibles grâce à la volonté divine qui a créé les médecins, mais sont aussi salutaires pour les genres humains, parce que la femme est au cœur de la propagation de l'espèce humaine et donc de la conservation de l'espèce. Or, cette longue lettre, comme vous le voyez, est très riche et dense sur la santé des femmes et les enjeux médicaux du traitement du corps féminin. S'insère donc dans la 3e édition de ce texte sur les maladies, sur les maladies des femmes. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. 2 autres éditions précèdent ce texte. Naturellement, Israël Spaak intègre son édition de plusieurs éléments. Mais 2 éléments restent constants dans les 3 éditions. La première, 1766, la deuxième, 86, et donc la troisième, 97. Mais ces 2 éléments qui restent constants dans les 3 éditions sont des éléments vraiment éminemment médicaux. Le premier élément est l'affirmation hippocratique que l'utérus est à l'origine de toute maladie féminine. Et le second élément est le besoin de connaître la structure, la fabrica, la structure du corps féminin comme un élément essentiel de la thérapie qu'on va appliquer donc aux soins, à la réussite, aussi à la guérison, si on peut dire ça. La première édition donc, de ce texte avait été soignée par un célèbre médecin qui s'appelait Konrad Gessner et par son élève Hans Caspar Wolf. Donc nous sommes toujours en Suisse et l'ouvrage est publié à Bâle en 1966. Et en effet, le texte naît d'un besoin clinique. En effet, un jour, Hans Caspar Wolf, l'élève du célèbre Gessner, qui est un médecin, professeur à Zurich, doit soigner une femme, et c'est une noble femme. Et cette femme, il n'arrive pas à bien la soigner. Il a des difficultés, donc il va chercher son professeur, et le professeur lui dit, bon, écoute, il faut que tu lises certains textes, il lui donne toute une série de textes, et puis lui dit, bon, et maintenant, on pourrait recueillir ces textes ancienne et moderne dans une encyclopédie de gynécologie pour être utile aux autres médecins. Et c'est ainsi que la première édition naît, centrée donc sur les connaissances autour de l'utérus. Afin de soigner les femmes, les médecins, dit-on dans les textes, doivent connaître la nature de l'utérus, sa position, ses fonctions, sa substance, sa relation aux autres organes, on a aussi une belle image, les maladies de l'utérus, car les femmes souffrent d'infinis maux et d'innombrables symptômes. La édition suivante, celle de 86, est publiée encore une fois à Bâle. On est vraiment dans un milieu germanique suisse, à cette époque c'est plutôt l'Allemagne, par un médecin qui avait étudié à Padoue. Et notamment, il avait étudié gynécologie, suivi des cours sur la santé des femmes et anatomie à Padoue. Cette deuxième édition donc, est soignée par ce médecin, s'appelait Caspar Bohen, voilà. Et ce médecin donc prend à la lettre la question anatomique et ayant étudié à Padoue, qui est une université hautement spécialisée sur les études d'anatomie, et insère
dans l'encyclopédie des livres de gynécologie, insère un traité d'anatomie féminine. Et faisant appel à un confrère, encore une fois suisse, actuellement suisse, qui s'appelait Félix Plater, et qui avait publié 3 ans auparavant un texte d'anatomie avec des planches et une explication de la structure du corps en accolade, donc de façon assez synthétique. Et dans ces planches d'anatomie, on avait beaucoup de représentations du corps féminin. Et en particulier, donc, il avait, Félix Plater, fait la différence entre le squelette féminin et le squelette masculin. Alors là, simplement, le frontispice de l'ouvrage d'anatomie qui est intégré par Bohan dans son édition de l'anatomie, avec du texte latin, dans lequel on explique la différence du squelette avec des singularités propres aux femmes. Par exemple, je vous le montre, les crânes. Les crânes est différent. Déjà, il est plus petit chez la femme, mais surtout, ces médecins pluriels de la Renaissance voient la prolongation d'une suture sagittale qui, chez la femme, arrive jusqu'à la base de l'os frontal, voilà, vous voyez ici, et qui ne serait pas présente chez l'homme. Après, on a des clavicules aplaties, on a naturellement une conformation spécifique de la cage thoracique, naturellement les os pelviennes, tout est détaillé. Vous vous souvenez de la page là, vous avez une longue description des différences du squelette féminin. Ok. La singularité encore spécifique de la femme relève du sternum. Vous avez là, si j'arrive à le trouver mon souris, voilà. Vous avez un sternum féminin avec un petit trou en forme de cœur qui caractérise l'os féminin. Et en effet, les médecins voient dans ce petit trou en forme de cœur un passage des veines et conçoivent le corps féminin comme un réseau de veines qui remontent dès l'utérus jusqu'au sein, et donc le petit passage permet la bifurcation de la veine de l'utérus jusqu'au sein, et une fois les veines arrivées au sein, cela permet la production du lait. Parce qu'en effet, dans la physiologie de l'époque, les fœtus est nourri par le sang menstruel, qui donc est utilisé durant la grossesse, et c'est pour cela que les femmes n'ont pas de menstruation durant la grossesse, est utilisé pour nourrir le fœtus à travers les cotylédons dont il sera question dans un instant. Et puis, la grossesse terminée, la femme n'a pas encore de menstruation parce que le sang menstruel remonte par ces réseaux de veines qui passent à travers le petit trou du sternum vers le sein. Là, il est réchauffé par la chaleur de la poitrine, les cœurs, la respiration, qui sont des éléments de chaleur dans le corps humain, et il blanchit, le sang blanchit et transformé en lait. C'est le même principe qui permet la production de la sémence, du sperme, de la sémence masculine. Dans les testicules, c'est encore du sang qui est blanchi par la chaleur et qui se transforme en sémence. Donc, cette physiologie du corps qu'on voit, qu'on représente, après, peut-être on pourrait discuter sur ce qu'on voit vraiment, est reprise donc dans l'encyclopédie de gynécologie que j'ai citée tout à l'heure, donc intégrée dans l'encyclopédie de gynécologie en 86, à partir de 86, et avec ces planches, et aussi les planches suivantes. Là encore, c'est Félix Plater qui représente dans une planche un peu dense ces corps féminins, avec un utérus non gravide, un utérus gravide avec son fœtus, et naturellement ces corps dans lesquels on voit la vessie qui a été un peu déplacée pour voir l'utérus, les liens vers les intestins, les vaisseaux spermatiques, les reins. Vous voyez là le passage vers les seins et les ovaires. Voilà. Caspar Bohan, quand il reprend ces images, il reprend ces images, exactement celles-ci, voilà, et il les reproduit dans son encyclopédie de façon un peu plus claire et espacée, donc des grandes planches dans lesquelles on voit un peu mieux ce qui était un peu entassé dans les images de Félix Plater. Donc là, on revoit, il y a des légendes qui reproduisent, permettent de suivre tous les organes, et ici on voit l'image de tout à l'heure avec les reins, les ovaires, l'utérus, la
ici, voilà, les organes génitaux extérieurs. Alors, s'il y a des médecins, ils peuvent s'amuser à repérer les vaisseaux. Cette image est à son tour la reproduction, avec quelques petites variations et variantes, de l'image d'André Vézal. Parce que tous ces médecins des années 80, 90, 80, 90, reprennent des images qui avaient été publiées dans la fabrique du corps humain à partir de 1543 par André Vézal. Et on retrouve la même, là aussi. Ça c'est André Vézal. Et vous voyez, c'est pratiquement la même image, cependant avec quelques différences, surtout dans la représentation des ovaires. Que, voilà, Vézal n'avait pas encore très bien distingué les trompes des Fallope, parce que Fallope, justement, est un élève de Vézal. Et donc, Vézal n'avait pas encore tout vu. Et en revanche, Plater, voilà, Plater a une représentation un peu différente des ovaires avec le passage en ville, voilà, par rapport à Vézal, qui est encore un peu plus simple, voilà, la représentation. Et Vézal acceptera la découverte des trompes de Fallope de son élève, mais il lui faudra encore une vingtaine d'années après la fabrique. Donc, il y a 40 ans qui s'écoulent. Et disons, là vous avez, entre le milieu du XVIe siècle et la fin du XVIe siècle, des représentations assez précises et fines par rapport aux découvertes, chacune avec ses découvertes. Je répète, il y a 40 ans d'écart. Et Vézal avait mis la femme au cœur de son œuvre. Donc, même les frontispices célèbres de la fabrique du corps humain, cette œuvre qui est considérée comme la première grande œuvre d'anatomie de la Renaissance, pose une femme au centre du tableau. Oui. Ça va? Ok. Il n'y a pas de blessés, non? Ça va? Un blessé? Non. Ça va? Alors... Et donc Vézal pose la femme au centre de ces tableaux, enfin en effet ça vient de l'école de Titien, donc c'est presque un tableau. Mais ça c'est le frontispice de la fabrique du corps humain de Vézal, donc de 43, qui est considéré donc cette première ouvrage d'anatomie moderne, pose une femme au centre du tableau. Et là on voit Vézal qui non seulement pratique l'anatomie, mais pratique une anatomie des femmes, avec sa main dans les ventres d'une femme. Et on voit les instruments, voilà, de la dissection, de l'étude, et surtout ces corps de femme, c'était une femme qui était une compagne, une maîtresse d'un moine. Et pour cela, elle avait été exécutée à mort. Le moine, non. La femme avait été exécutée à mort, et avant exécution à mort, elle avait été visitée par les sages-femmes et les chirurgiens pour voir qu'elle n'était pas enceinte. Parce que les femmes enceintes ne pouvaient pas être pendues, exécutées à mort. Et donc, le résultat, parce qu'elle disait être enceinte, elle n'était pas, et donc le résultat est que, donc, elle est tuée, et son utérus est représenté par Vézal dans une image célèbre qui a fait couler des fleuves d'encre, donc sur laquelle éventuellement je vais vous dire quelques mots tout à l'heure, avec un utérus, c'est la figure de l'utérus. Et en effet, Vézal n'avait pas encore très bien distingué vagin et utérus, donc disons comme ça, mais on a un utérus, ici l'écorce de l'utérus qui n'est pas gravide, avec la vessie qui est un peu écartée, pour permettre de voir l'utérus, l'ovaire, et l'entrée vers l'utérus, et ici, ce que Vézal appelle encore utérus, le vagin, qui va vers le haut. Voilà. Et utérus donc non gravide et utérus gravide avec le fœtus accroupi qui a et toutes les membranes qui accompagnent donc cette vie maternelle utérine.
Ces images se situent donc au milieu du XVIe siècle et ont une longue tradition, sont en effet les points d'arrivée d'une longue tradition. Encore une fois, une tradition anatomique, mesure générale, parce que le corps est représenté masculin, féminin, et il n'y a pas que l'utérus et les bas-ventres. Mais ce qui me semble singulier et qui est intéressant, c'est que le premier texte dans lequel premier manuscrit à ce moment-là, dans lequel nous avons une représentation d'anatomie, commence par une image d'utérus. Et c'est un manuscrit du XIIIe siècle, vous verrez assez différent par rapport à ce que vous avez vu. C'est un manuscrit qui se trouve actuellement au Royaume-Uni du XIIIe siècle, dans lequel on représente un utérus gravide avec les ovaires, les ligaments vers l'intestin, les reins, voilà, plusieurs parties. Tout est représenté de façon un peu stylisée, mais c'est la première représentation anatomique et c'est en plus une représentation au féminin. Les images suivantes du manuscrit représentent le fœtus dans les ventres maternels, représentent la rate, le foie, voilà, tous les organes, mais on commence par la génération. Et à partir de ce moment, donc là vous êtes au XIIIe siècle, on commence à voir des représentations d'anatomie féminine. Donc je mis quelques-unes parce que voilà, juste pour vous montrer un panorama rapide. Là vous êtes en France au milieu du XIVe siècle et Guido da Vigevano était un médecin italien émigré en France à la cour du roi. Et donc le manuscrit est conservé actuellement à Chantilly. Et là, vous avez un utérus à 7 cellules, c'est un utérus qui remonte à une certaine tradition galénique avec des ligaments. Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à voir des ovaires, c'est un peu flou. Et donc vers les reins ici, le diaphragme qui est bien représenté, donc toujours ce passage vers les hauts de l'utérus. Et je vais un peu rapidement vous montrer aussi d'autres images. Là, vous êtes à la fin du XVe siècle, à Venise, dans un recueil de médecine qui a été traduit dans toutes les langues, latin, allemand, français, espagnol, dans beaucoup de langues. Et vous avez une scène d'anatomie de ce recueil, parce que ce recueil est une encyclopédie de médecine qui porte sur le diagnostic par les urines, les blessures de guerre, la peste. Voilà, il y a plusieurs recueils, dont un traité sur les femmes. Et concernant la femme, vous avez la représentation donc d'une femme en position accroupie, avec les reins, le passage toujours vers les seins, le cerveau. Et donc, en effet, les légendes expliquent toutes les maladies des femmes et surtout les fonctionnements du corps féminin, la physiologie, et aussi la physiologie du cerveau qui est assez singulière chez les femmes par rapport aux hommes. Voilà, les seins, donc vous voyez, les vapeurs, la communication entre le bas et le haut du corps, en effet, qui servait aussi à des fins thérapeutiques, hein, donc, parce qu'on pouvait faire des fumigations du bas-ventre pour atteindre la partie haute. Voilà, donc il y avait toute une série de thérapies. Dans les années 30 du XVIe siècle, à Bologne, où Vesale passe avant d'arriver à Padoue, parce que Vesale était active à Padoue, là, j'ai choisi une image de Berengario da Carpi, célèbre chirurgien du XVIe siècle, et une image, là, les textes imprimés se trouvent actuellement à Vienne, à la Bibliothèque nationale de Vienne, avec cette image d'utérus et tous ces liens avec les parties du corps, et celle d'utérus, avec l'école de la matrice, c'est-à-dire le vagin, l'école matricis, les ligaments qui vont vers les intestins et vers les hanches, les vaisseaux spermatiques qui amènent du sang et qui se transforment ensuite en sémences féminines vers les testicules féminins, donc vers les ovaires. Et l'utérus ici est présenté donc extrait du corps, mais aussi renversé, retourné. Enfin, il y a des techniques, on extrait l'utérus, on le travaille un peu pour le rendre un peu plus soft, un peu plus mou, et puis on le renverse et on regarde à l'intérieur les cotylédons qu'on représente, qui ne sont pas chez la femme, mais que, voilà, les cotylédons qui permettent de nourrir l'enfant et puis de voyager dans les ventres. Rapidement, quelques autres images. Ici, c'est Charles Estienne,
Vous êtes à Paris, université, il écrit un texte d'anatomie en français et en latin pour ses étudiants d'anatomie à l'université. Il y a plusieurs représentations, dont la femme. Alors, il y a beaucoup de représentations de femmes, donc j'en choisis 12 images. Avec ces bas-ventres, donc vous voyez, c'est des images érotiques qui sont un peu coupées pour insérer l'anatomie féminine. Et les organes sont extraits, retravaillés, remis en position pour avoir une visibilité meilleure pour les étudiants en médecine. Voilà, par exemple, là, ce sont vraiment des images d'érotisme de la Renaissance. Et il y a aussi les organes génitaux externes qui sont anatomisés, hein, bien sûr, pas que les internes. Ça va montrer un peu la beauté de ces images. Ambroise Paré reprend dans ses textes l'image vésalienne, hein, et qu'on retrouve dans les textes de médecine avec la statue anatomisée. Et puis, pour aller vite, juste on a un aperçu, mais vraiment très très vite, vers la fin du XVIIe siècle, on trouve toujours ces femmes qui montrent leur corps, cette beauté, anatomisée, avec un corps qui se montre, avec tous les ligaments de plus en plus précis. On va vers là, vous êtes à la fin du XVIIe siècle dans les Pays-Bas, donc avec la précision, voilà, c'est bibelot, et vous voyez la femme de l'extérieur avec cette beauté du corps, et puis cette position allongée et un utérus qui est montré. À cette époque, on représente le corps féminin également dans des feuillets volants qui sont comme des livres pour les enfants. Vous enlevez les différentes couches de papier et vous avez les corps qui défilent. Alors, 30 secondes, je montre une rapide animation. Et si vous allez sur le site de la Duke University, vous avez des applications qui vous permettent... Alors, je vois rien, là, je suis un peu aveugle. Je ne vois pas. 2 minutes. Ça, c'est l'homme. Voilà, la femme. Ça dure quelques secondes. Voilà, et là vous voyez comment ça... Voilà, c'est comme les livres vraiment pour les... Et ce sont des feuillets volants, on les a dans toutes les langues, durant tous les 16e siècle, mais aussi les 17e et les 18e, les chirurgiens et les médecins les gardent dans leur poche. Avant d'opérer, ils révisent. Et on les a vraiment jusqu'au 19e siècle. Et on a quelque chose sous les yeux et les cerveaux même au 20e siècle. Maintenant, c'est remplacé par la technologie, l'intelligence artificielle, mais à l'époque, c'était un peu ça. Et on a vraiment de nombreux exemplaires. Voilà, là, on la lève la vessie et on arrive à l'utérus, qui est un utérus gravide. Voilà, on voit les premiers mois de grossesse, puis on voit l'utérus avec le fœtus bien installé au chaud. Et puis, on voit les intestins. Et on arrive aux os. Voilà, et on voit les squelettes féminins. Et donc il y a plein de textes qui sont ainsi faits pour les chirurgiens et les médecins. Alors, ce panorama, ce panorama rapide sur les corps féminins nous permet de comprendre un peu l'ambiance dans laquelle Rabelais, qui était d'abord médecin, si je peux me permettre, et qui était médecin, se situe. Rabelais médecin qui écrit sur les femmes, comme on l'a entendu ce matin, et merci pour votre présentation de ce matin, qui parle beaucoup des femmes. Et par rapport au discours d'aujourd'hui, j'ai choisi de m'arrêter sur les passages célèbres de l'accouchement, parce que ça nous permet de voir les cotylédons et aussi de parler un peu de ce passage des veines vers les hauts du corps. Rabelais qui donc est intéressé à la médecine à plusieurs niveaux, depuis sa jeunesse, depuis 31 quand il arrive à la faculté de médecine Montpellier, 37 quand il est nommé médecin, là c'est sa signature à Montpellier, dans les registres de Montpellier.
Et à partir du début des années 30, il commence à publier des médecines. En 1932, il publie les lettres médicales de Mainardi, et donc c'est la première édition qu'il y en a en France, et il profite de cette édition pour attaquer tous les gens qui sont ignorants en médecin, les médecins ignorants, et pour faire à travers la philologie et la médecine humaniste lumière en médecine, et pour que les gens puissent mieux appréhender la structure du corps humain. Et puis, donc, il travaille également beaucoup sur Hippocrate. Et Hippocrate, vous l'avez entendu nommer beaucoup dans mon exposé, simplement parce que c'est vraiment le médecin qui avait posé les fondements de la gynécologie dans l'Antiquité. Et à la Renaissance, vous pouvez bien imaginer qu'un médecin intéressé de gynécologie, de santé des femmes, comme Rabelais, ne pouvait pas se passer d'ouvrage comme les Liber Praesagorum, donc c'est-à-dire le pronostic sur lequel il avait aussi soutenu sa thèse, un thèse qui parle beaucoup de santé des femmes. Et donc, Rabelais montre ses compétences anatomiques à plusieurs niveaux. Il suffirait de nommer le glossoclomium, le glottocomium, pour la réparation des fractures, pour avoir l'idée de ses compétences en anatomie. Quand il parle de la remontée du fœtus vers les oreilles, c'est probablement un fait littéraire. Après, moi, je ne suis pas littéraire du tout, ni historienne. Je n'ose même pas parler face à vous. Mais en tant qu'historien de la médecine, je m'interroge sur cette conception du corps. Et je pense qu'il faut situer cette image dans la représentation du corps féminin, dans les fonctionnements qu'on avait, que vous avez vu pour le XVIe siècle, ça fonctionnait comme ça. Communication du bas vers le haut. Or, bien sûr, le passage célèbre de Rabelais qui parle d'une grossesse qui dure 11 mois, et ça fait partie aussi de la physiologie féminine. À l'époque, on a beaucoup de textes qui parlent des grossesses qui vont de 11 jusqu'à 14 mois. C'est une question physiologique complexe que mesurer les mois de grossesse au XVIe siècle. On n'avait pas d'échographie, on n'avait pas des examens du sang, on n'avait rien. Donc c'est déjà une question complexe et surtout les mois n'étaient pas comptés comme aujourd'hui. Donc ce n'est pas inventé les 11 mois, ce n'est pas simplement une fantaisie. On a beaucoup de sources aussi juridiques comme les Pandectes, bien connus de Rabelais, de son ambiance juridique. Et puis on arrive à cette perfection du fœtus, qui est gargantua, qui demande beaucoup de temps pour être perfectionné, jusqu'à sortir du ventre maternel. Et comme on l'a entendu ce matin, à cause d'une certaine gourmandise des gargamelles et un gourdissement de bas-ventre dû au fait non seulement qu'elle a mangé beaucoup, mais que les sages-femmes ne savent pas opérer, et même la sage-femme expérimentée ne sait pas opérer sur ses bas-ventres, le fœtus, le bébé qui est gargantua, remonte, et on a tout un passage par les veines, voilà, par les cotylédons d'abord, par les veines, les cotylédons, vous les avez vus représentés, par les veines, et il remonte vers l'oreille et il sort sur la gauche. Et il sort, il ne pleure pas, à différence de ceux qui disaient Israël Spack. Il sort, il est content, il faut boire et il faut s'amuser. Et tout le monde doit être content avec lui. Ceux sur lesquels je voudrais clore vraiment une minute la conférence, au vu de tout ce que nous avons vu, pardon, la répétition, c'est l'ignorance des sages-femmes qui est dénoncée par Rabelais par rapport à ses compétences de médecin anatomiste et au fait qu'un enfant puisse remonter vers le haut. En m'interrogeant un peu sur ces passages du point de vue médical, je me suis posé quelques interrogations. La première est, est-ce que Rabelais trouve dans la nature de la physiologie du corps féminin que nous avons vu dans l'anatomie du XVIe siècle une réponse à l'ignorance des sages-femmes, c'est-à-dire une manière pour sauver l'enfant au vu de l'ignorance des sages-femmes, sans abîmer les corps de Gargamel, c'est-à-dire sans un peu trop charcuter ces corps, parce qu'à l'époque, c'était la chirurgie qui devait intervenir s'il y avait un souci dans les voies basses. Donc, une voie naturelle de sortie alternative, bien sûr, à la voie naturelle voie basse. Cette façon bien étrange qu'a Rabelais de représenter la naissance, c'est peut-être aussi
une remise en question de ces compétences des sages-femmes qui sont ignorantes de l'anatomie féminine. Et ce n'est pas la faute aux sages-femmes si elles sont ignorantes à l'anatomie féminine, parce que les sages-femmes n'ont pas accès aux études de médecine, elles n'ont pas accès donc aux études universitaires, mais surtout, elles n'ont pas accès aux dissections. C'est interdit aux femmes d'assister même à une dissection dans leur vie. Tout se passe par les touchés, et surtout, elles n'ont pas les cours en latin. Vous avez vu, tous les textes sont en latin, les femmes ne peuvent pas étudier le latin, ne peuvent pas enseigner à l'université. Donc, c'est une manière de dénoncer cette ignorance, mais une ignorance due à un fait de société. Les femmes n'ont pas accès à ces études. Et ce n'est peut-être pas un hasard si un siècle après Rabelais, au début du XVIIe siècle, une sage-femme qui s'appelait Louise Boursier, qui était mariée avec un chirurgien, élève d'Ambroise Paré, de Tours. Et donc, ils ont vécu à Tours. Cette sage-femme écrit le premier texte en absolu, ce n'est pas le premier texte d'une sage-femme, c'est le premier texte en absolu d'observation gynécologique, médicale, d'obstétrique en français. Et dans les observations, il y a beaucoup de médecine, et il y a même des observations chirurgicales qu'elle fait. Donc, voilà. Elle écrit dans un passage, elle dénonce l'ignorance des sages-femmes. Elle dit, toi, consoeur à Louise Bourgeois, ont extrait l'utérus au lieu du placenta. De l'arrière-fait, oui, par erreur, parce qu'elles ne connaissent pas l'anatomie. Et dans le même passage dans lequel elle dénonce l'ignorance, elle a eu la chance d'avoir un mari chirurgien qui lui a appris un peu d'anatomie. Elle dit, c'est pourquoi je supplierai messieurs nos docteurs en médecine, en tant gratifier le public qui permettent aux sages-femmes d'avoir accès à une séance d'anatomie. Je paye, dit Louise Bourgeois, je paye, mais je veux assister à une séance d'anatomie pour comprendre la structure du corps féminin. Et c'est pour remédier à l'ignorance, mais une ignorance donc sociétale à laquelle on est soumis. Et donc une sorte de défi. Et ce passage de la sortie par l'oreille, je le demande aux Rabelaisiens qui sont dans la salle et mieux spécialistes que moi dans la littérature rabelaisienne, s'il ne pourrait pas être un défi vers cette société qui empêche aux sages-femmes qui ont dans leurs mains la vie de la mère et de l'enfant d'avoir accès à un approfondissement des études anatomiques. Bien sûr, par rapport au XVIe siècle, après le XVIIe va évoluer encore plus, mais pour sauver la vie de ces enfants. Je vous remercie, je vous prie un peu plus de temps. Merci beaucoup, Conchita. Je pense que c'est toi qui réponds le mieux possible à la question que tu poses en fait sur la naissance par l'oreille. C'est un très très bel éclairage que je n'avais jamais lu ni jamais entendu. Donc je pense que c'est toi la savante en l'affaire. Merci. C'est une hypothèse parce que... Bon, merci. Non, ben oui, c'est vraiment une hypothèse parce que... Enfin, comme ça je vous vois. C'est vraiment une hypothèse, je m'interroge. Quelqu'un qui est médecin comme Rabelais ne peut pas... Bien sûr, il y a la fantaisie de l'auteur, de littéraire et tout, mais il y a quelque chose dans la physiologie féminine de l'époque qui peut-être permettrait d'expliquer ce passage vers le haut du corps. Après, c'est l'oreille, c'est la bouche, hein, je ne sais pas, l'oreille, parce qu'il y a un passage aussi par l'épaule. Hein, donc, voilà, jusqu'au cerveau, hein, ça communique jusqu'au cerveau. Mais, hypothèse. Quoique il y a une querelle sur les femmes à l'époque, il y a des médecins qui défendent beaucoup le statut de femme. Pour rejoindre Louise, effectivement, c'est un éclairage tout à fait intéressant en parlant, parce que c'est vrai que mettre en relation le fait anatomique, même si on le connaît, mais on ne l'exploite pas de cette manière-là, et je trouve que c'est un éclairage intéressant pour narrer aujourd'hui la naissance de Gargantua, parce que ça permet de mettre cette naissance en relation avec les questionnements anatomiques. Très bien. Me rassurer, je peux continuer. Merci beaucoup pour